Bienvenue sur une chaîne d'art-thérapie. Un événement va avoir lieu. Une rencontre autour des thérapies par l'art à Rodez, dans l'Aveyron. Et à cette occasion, j'ai eu le plaisir de partager un moment avec l'un de ses organisateurs, Jean-François Laby. Le but de cette chaîne YouTube, c'est aussi de diffuser les initiatives qui fédèrent les thérapies par l'art et qui tentent de faire avancer la cause. Donc, dans cette vidéo, vous l'aurez compris, on va aller à la rencontre de Jean-François Laby, un musicothérapeute engagé, qui va nous parler de cet événement, mais aussi répondre à quelques-unes de mes questions sur les thérapies par l'art, étayées par une expérience de plus de 30 ans. C'est un honneur d'accueillir sa parole sur cette chaîne et de bénéficier de sa vision lumineuse et optimiste des thérapies par l'art. Bonjour Jean-François Laby. Jean-François, merci de nous faire l'honneur de prendre la parole ici. Ça va? Est-ce que tu m'entends bien? Bonjour Rémi, oui, très très bien. C'est avec grand plaisir que je suis ce matin à ta disposition. Mais merci à toi, merci à toi. Donc Jean-François, tu es musicothérapeute clinicien, musicien, auteur-compositeur, formateur, directeur de Blue Note Concept et les ateliers de la Note Bleue, président du réseau pluriprofessionnel ETERP 12 et membre engagé de l'association Artefact. Ça fait beaucoup. Oui. Tu œuvres pour la musicothérapie depuis 1990, fait beaucoup aussi, et on peut dire que tu as largement contribué à faire grandir la discipline, et plus particulièrement dans le département de l'Aveyron. Donc Oui. au centre hospitalier Sainte-Marie à Rodez, où tu exerces encore, il me semble. Mais Non, je suis à la retraite depuis 3 ans et demi de l'hôpital Sainte-Marie. D'accord, donc dans lequel tu as exercé, mais pas seulement donc ce centre hospitalier, puisque tu as aussi largement contribué autour de ce centre en permettant l'accès à la musicothérapie aux patients de CMP, clinique de court séjour, HDJ, CATTP, en intervenant en tant que formateur, en organisant des événements, ça on va en parler. Donc ma première question, elle s'adresse au thérapeute, si j'oserais dire, avant-gardiste que tu incarnes, parce que je peux vous assurer que dans les années 90, il fallait y aller pour défendre sa place de thérapeute par l'art. Oui. Mais elle s'adresse aussi à l'humain, à l'enfant, à l'adulte. Comment t'es venue la vocation de devenir musicothérapeute et comment cette vocation a évolué au fil de ton parcours? Alors je vais te répondre par quelque chose qui est très précieux pour l'histoire de la musicothérapie. C'est que d'abord, tout petit, j'avais 5-6 ans, j'étais déjà hyper intéressé par la musique. Et déjà, mes parents m'avaient offert des petits instruments. J'avais un tout petit accordéon, un petit harmonica, une flûte et tout ça. Et je m'intéressais et j'adorais jouer. Et ensuite, j'ai le prêtre du village un jour a changé, a électrifié son orgue et a proposé à ma mère si mes parents étaient d'accord qu'il me donne l'harmonium. Et lorsque j'ai eu cet harmonium, j'avais 6 ou 7 ans, je me suis mis à travailler dessus et là j'ai découvert comment on pouvait de manière autodidacte, apprendre à jouer de la musique, à jouer des airs qu'on connaissait, populaires, tout ça, fabriquer les accords et ainsi de suite. Jusqu'au moment où j'ai eu 8-9 ans et là j'étais bloqué, je suis arrivé au bout de quelque chose et heureusement c'était mon entrée en sixième à Rodez et j'ai pu après prendre des cours de piano et rentrer dans un cursus musical normal, quoi. Voilà. Mais en même temps, parallèlement, j'ai une histoire très personnelle. J'avais une grand-mère que j'adorais beaucoup, qui a eu le cancer et qui est décédée assez rapidement. Et c'est une époque où je voulais être aussi médecin. J'étais très très intéressé par les sciences et la médecine. Voilà, donc tout ça, c'était à moi de manière assez sourde, quoi, jusqu'au jour où je passe le bac. J'avais un groupe, je jouais depuis déjà l'âge de 15 ans. Et je voulais être un médecin, mais j'étais pas trop sûr de réussir. Et là, je rentre à l'hôpital psychiatrique pour faire mes études d'infirmier. Et j'ai sans arrêt utilisé la musique auprès des patients. D'abord, rapidement, j'ai intégré une chorale à l'hôpital où j'accompagnais les patients au clavier. Et aussi, ça m'a permis de les faire travailler à plusieurs voix. J'ai été sollicité pour accompagner un groupe folklorique et du coup, je me suis rendu compte que la musique avait un réel impact à l'hôpital, mais surtout, elle permettait un pas de côté pour les patients et elle crée un cadre vraiment différent pour la relation
soignant, soigné, quoi. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment donné envie de trouver un chemin pour prendre en charge des personnes avec un média qui soit là, qui est la musique. Voilà, en fait. D'accord. C'est très intéressant. Ça me donne envie de te poser immédiatement la question de l'importance des thérapies par l'art dans la société. Tu évoques le fait que ça propose un pas de côté dans la relation. Oui. Pourquoi l'art est important pour l'être humain, pour son bien-être, je veux dire? Ben, l'art symbolise l'accès à quelque chose de beau, et ce qui est intéressant, c'est que, enfin pour moi, hein, par rapport à par exemple, toute la dynamique des médias, c'est que lorsqu'on est en résonance avec une forme d'expression artistique, ben on se sent plus vivant, mais surtout il y a plein de mécanismes agissant positifs. Et j'en parlerai que d'un, c'est le mécanisme du plaisir. C'est que si j'ai du plaisir à regarder une œuvre picturale, et ben je suis transporté dans des univers super chouettes, quoi. Et le plaisir, ça a des fonctions antidépressives et plein d'autres. Par exemple en anxiolytique aussi. Et si par exemple je fais de la musique, et ben c'est pareil. Et surtout, ce qui me plaît dans l'art, c'est que quelque part, dans le fait d'utiliser la médiation artistique, il y a l'idée d'utiliser ce mouvement qui vient de l'intérieur vers l'extérieur et de mobiliser le vivant chez chacun, les ressources de chacun. Et pour moi, ça c'est très très important, quoi. Et quand on est soignant, par exemple, lorsqu'on a fini des médicaments, ben on touche vraiment à ses limites. On se rend compte que le médicament, ben ça fait des choses, mais ça fait une partie d'un bout du chemin. Et quand on a des espaces comme ça d'expression artistique, des ailleurs, ben on se rend compte que les deux associés, ça fait un tout intéressant pour faire un projet thérapeutique, par exemple. D'accord. Effectivement, je vois très bien, je vois très bien où tu veux en venir. Et du coup, est-ce que tu as... Alors, c'est une question peut-être... ça peut être difficile d'y répondre immédiatement, mais ça me donne envie de te la poser. Est-ce que tu as pu constater auprès des patients que tu as pris en charge vraiment un effet singulier après la séance? Tu vois ce que je veux dire, genre? Ouais, très bien, ouais. Moi, j'appelle ça les effets de surcroît, c'est-à-dire des choses qui apparaissent dans l'au-delà de la séance a été le moment où on a semé une graine, et l'au-delà de la séance, c'est le moment où la plante apparaît. C'est les effets de surcroît. Moi, je suis passionné par ça. Ben, j'ai un bel exemple une fois, par exemple, peu de temps avant que je parte à la retraite, il y a peut-être 5 ans, je crois, ouais, une psychiatre de CMP m'adresse une jeune fille autiste qui avait une quinzaine d'années et qui chuchotait. En fait, là, par exemple, elle aurait dit bonjour Rémi, je suis contente d'être là. Voilà, j'aime bien chanter ça. Et alors, ce qui était troublant, quand elle me parlait, elle chuchotait, et je lui demande qu'est-ce qu'elle aimerait faire, et elle me regarde les yeux dans les yeux, elle me dit chanter. Et je dis mais chanter quoi? Enfin, chanter doucement comme ça, elle me dit non. Et d'un coup, sa voix apparaît. Et cette fille, lorsqu'elle était en relation avec les gens, elle chuchotait, c'est-à-dire elle était quasiment, je sais pas comment on pourrait dire ça, inexistante en fait. Et d'un coup, elle avait la voix, dès qu'elle chantait, elle prenait une place. Et alors, donc on commence à travailler le chant en musicothérapie. Et elle adorait improviser. En fait, on prenait une boucle musicale, 4-5 accords, et elle improvisait. Elle disait, par exemple, elle se mettait à chanter «Bonjour Rémi, je suis heureuse d'être avec toi, je vais passer un bon moment», blablabla. Ben, elle chantait ça. Et puis un jour, je commence un entretien en chantant. Je lui dis bonjour, son prénom en chantant. «Comment vas-tu aujourd'hui?» Elle me répond «Très bien, Jean-François, je suis content d'être là». Et j'ai dit «Maintenant qu'on est capable de se parler en chantant, peut-être qu'on pourrait se parler sans chanter». Elle me dit «Eh oui, bien sûr, je peux parler».
Et à partir de là, quelque chose s'est débloqué. Donc cette jeune fille s'est mise à parler à haute voix, intelligible voix. Et ce qui est touchant, c'est qu'à partir de là, elle a aussi intégré un groupe de musique où elle est devenue chanteuse dans l'institution où elle travaillait. Et elle est rentrée, elle a pris des cours, pas au conservatoire, mais l'école de musique qui est un peu comme le conservatoire à Rodez. Et c'est voilà un petit exemple de quelqu'un qui a fait un vrai chemin quoi à travers la musique. Ah oui, la prise de parole par la musique a permis une prise de parole, la prise de parole, on va dire, plus classique. Oser. Ce qui est intéressant dans ce que tu disais aussi Rémi tout à l'heure, c'est que dans la création artistique, il y a quelque chose quelque part qui est oser montrer, oser poser, oser faire, oser dire. Et il faut oser y aller. Tu donnes l'exemple de cette fille. Avec quelle population tu as exercé? Il me semble que c'est plutôt dans le secteur psychiatrique. Oui, alors moi j'ai débuté en 1990, j'ai eu beaucoup de chance parce que lorsque j'ai terminé ma formation de musicothérapie, j'avais négocié avec l'hôpital que je voulais travailler en extra-hospitalier parce que je voulais absolument rompre avec l'image de l'infirmier musicien animateur, quoi. Je voulais vraiment être m'imposer avec la musicothérapie. Donc j'ai eu la chance d'intégrer un centre psychothérapique à Rodez qui ouvrait et de déposer un projet donc pour le centre psychothérapique de consultation ambulatoire, d'avoir 10% d'intervention à l'hôpital pour des projets, pour des structures qui avaient envie de développer des projets musicaux, et ensuite développer des passerelles avec les partenaires de l'hôpital psy, de l'hôpital général par exemple, ou des réseaux de santé sur Rodez et l'Aveyron en fait. Alors j'ai commencé ma population pour commencer, puisque l'idée pour moi c'était de fidéliser des indications avec des médecins généralistes. J'ai commencé par exemple dans la spécialité musicothérapie, accompagnement des troubles dépressifs, enfin tout ça. En second, comme je voulais travailler avec des gens qui ont des troubles de la communication de tout type, donc j'ai annoncé que je pouvais travailler musicothérapie, troubles de la communication, confiance en soi, tout ça. Et ensuite, comme j'avais un vif intérêt pour la neurologie, je me suis beaucoup intéressé à musicothérapie, troubles neurodégénératifs et maladies aussi, des situations qui mettent les gens en situation d'exclusion, comme la sclérose en plaques et autres. Voilà. D'accord. Désolé d'y aller franco, mais se présenter en tant que musicothérapeute en 1990, ça donne quoi en fait? Quelle était la considération pour le métier à l'époque? En fait, si je veux être très franc, clown en fait. Moi, je me suis rendu compte quand j'allais me présenter, quand j'allais surtout dans des réunions institutionnelles, je le voyais aux questions, j'avais l'impression d'être une espèce de clown. Parce que souvent, et là, je me suis rendu compte que les gens savaient ce qu'est la musique, mais tout le temps avait le côté festif, les balles populaires, voilà. Et zéro idée de qu'est-ce qu'on peut faire au niveau thérapeutique, les processus thérapeutiques, ça alors là. Donc du coup, ça m'a fait travailler à établir des fiches pour avoir un discours scientifique très sérieux et montrer que effectivement la musique ça peut être festif, le tralala, les balles et tout ça, mais on peut aussi utiliser les objets, les constituants de la musique pour faire des choses thérapeutiques très intéressantes et très puissantes. Et je me suis vraiment accroché à ce travail-là. De dire qu'un musicothérapeute, c'est pas qu'un amuseur public, c'est à la fois un bon musicien, enfin quelqu'un qui connaît bien la musique, mais c'est aussi quelqu'un qui a aussi de bonnes connaissances thérapeutiques, psychologiques, psychothérapeutiques. Sur ça, effectivement, on peut dire que tu as vraiment été avant-gardiste parce que je pense qu'à cette époque-là, il y avait besoin justement d'un discours, sinon scientifique, en tout cas sérieux, impliqué, voilà. Et au cœur vraiment de la santé, du paramédical, du médico-social, pourquoi pas, mais pour défendre le fait que l'art, voilà, c'est pas qu'un loisir. Moi, c'est ce que je me à dire sur la chaîne. Ça peut aussi être utilisé autrement, et peut-être même que c'est quelque chose enfin, peut-être, moi j'en ai la certitude, je suis pas le seul, c'est quelque chose qu'on utilisait avant, autrement que comme du loisir. Et c'est dommage d'avoir
perdu ça. La question qui vient logiquement après la précédente, c'est du coup la musicothérapie maintenant, comment tu l'aperçois? Est-ce que tu perçois une avancée dans sa considération, on va dire par l'État, par l'institution? Peut-être aussi, est-ce qu'il y a des écueils que tu vois? Peut-être, je sais pas, dans la liberté d'action donnée aux musicothérapeutes, qui va être peut-être maintenant plus cloisonnée. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur les grilles d'évaluation, par exemple, que l'institution peut rendre obligatoires. Voilà, d'après toi, l'évolution de la musicothérapie en France en 2023, quelles sont les avancées, quels sont les écueils que tu constates? Alors, si tu veux, je suis bien placé pour te répondre, puisque moi, j'ai un bon nombre de supervisions de musicothérapeutes au national, des gens qui, bon, pour la plupart quand même, exercent en libéral, qui ont entre 5 et 10 ans d'exercice libéral. Et je me rends compte que malheureusement, toutes ces personnes que je supervise ont les mêmes difficultés. C'est d'une part comment intégrer la musicothérapie dans l'équipe pluriprofessionnelle, ça. Et par exemple, ça me renvoie que là où j'ai eu du nez en 90, j'ai imposé de pouvoir travailler toujours sur indication médicale. C'est comme ça aussi que dans l'Aveyron, la musicothérapie a été reconnue par les médecins et par toutes les spécialités, parce que je travaillais jamais sans prescription médicale. Donc ça veut dire que moi, si j'avais une prescription médicale, je devais à la fois faire un courrier d'accueil du patient et remercier la personne qui me faisait confiance en musicothérapie, mais en même temps, je planifiais une évaluation et en même temps, j'envoyais toujours un compte rendu clinique à 5-6 séances. Et ça m'a donné, alors quand on parle de l'avancée de la musicothérapie, ça a vraiment donné du crédit à la pratique de la musicothérapie. Parce que souvent, le problème mais c'est pour d'autres, l'art-thérapie, c'est pareil aussi, hein. C'est que on voit des gens qui en parlent, ils disent ouais ça fait du bien, c'est sympa, puis dessiner ça fait du bien, les petits vieux ils sont contents et tout ça. Mais ça suffit pas quand on parle à des scientifiques, à des médecins, tout ça. Il faut leur démontrer en quoi moi, avec ma musique ou ma peinture ou j'en sais rien, la sculpture, le modelage, je peux amener un plus dans le quotidien de personnes qu'on est amené à accompagner ou à soigner, enfin voilà, à prendre en charge en tout cas. Donc voilà, alors après 30 ans, moi je m'intéresse beaucoup aux évolutions de la musicothérapie. Ce que je dirais, c'est que l'évolution de la musicothérapie, elle est dépendante de l'évolution de la santé. Donc ma réponse, elle est assez claire, c'est que je pense que la musicothérapie aujourd'hui, elle subit les fluctuations de l'évolution de la santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas terrible. Et qu'aujourd'hui, il faut vraiment se battre pour faire de la musicothérapie. Je vous donne un exemple concret, hein. Les musicothérapeutes, par exemple, qui font de la musicothérapie en cancérologie en France, j'en connais pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. En neuro, il y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, les musicothérapeutes, ce que je supervise, la plupart, 80%, interviennent dans des EHPAD où ils doivent faire une gymnastique, un grand écart entre animation musicale et musicothérapie. Il n'y a jamais trop d'indications. Donc voilà. Après, ce que je pense, c'est que les musicothérapeutes qui ont déjà un diplôme avant arrivent à exercer. Moi, j'ai des copains qui sont infirmiers, musicothérapeutes, ils arrivent à imposer des choses au niveau de la musicothérapie, ou éducateurs, ou psychologue, moi j'ai une amie médecin aussi qui fait des choses super chouettes. Et je pense que lorsqu'on a un métier, c'est plus facile que quand on démarre à zéro, quoi. Enfin, je le crois vraiment. Oui. Je suis d'accord, c'est quelque chose que je constate aussi, hein. C'est sûr qu'on a plus de poids en fait que quand on a aussi une deuxième casquette, et plus quand on a déjà exercé en plus dans l'institution. Là, je parle vraiment pour le art thérapie ou musicothérapie en institution. On a un poids plus grand dans ce qu'on peut mettre en place. Est-ce que c'est pour cette raison, quand tu dis qu'il faut se battre pour faire c'est une lutte en fait, hein, pour aboutir à une meilleure reconnaissance de la discipline. Est-ce que c'est pour cette raison que tu es autant engagé du point de vue associatif, du point de vue événementiel? Et est-ce que tu veux peut-être nous parler de tout ce que tu as mis en place et continues de faire vivre en Aveyron?
Eh bien, si tu veux, oui, moi je me sens vraiment engagé dans le développement des approches complémentaires en santé et surtout versant non médicamenteux. Je me sens vraiment engagé là-dedans parce que comme je le disais tout à l'heure, les traitements médicamenteux, c'est un aspect, c'est un volet de prise en charge thérapeutique, mais pas que. Donc à partir de là, la question c'est une fois que j'ai pris des médicaments, j'ai quand même 24 heures à vivre, en tout cas j'ai une belle journée devant moi, c'est qu'est-ce que je peux faire pour moi, pour nourrir, pour mobiliser de belles énergies, pour aller mieux, pour me verticaliser. Et c'est là où je me sens très engagé, il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour démontrer qu'il y a des techniques complémentaires, non médicamenteuses, qui peuvent vraiment améliorer les offres de soins traditionnelles, dont diverses formes d'art-thérapie, dont diverses formes de musicothérapie et plein d'autres, par exemple les approches psychocorporelles. Enfin, moi, je pars d'un principe, c'est depuis toujours, depuis que j'interviens dans des centres de formation, je dis qu'un être humain, c'est quand même trois instances. Il y a une instance corporelle, il y a une instance psychique et spirituelle. Et que lorsqu'on veut travailler à l'équilibre, il faut qu'il y ait une harmonie entre ces trois instances. Et les médiations thérapeutiques, elles ont un vrai pouvoir pour créer une verticalité entre ces trois instances. Par exemple, la musicothérapie, je peux travailler, mettons, faire de la danse, je vais avoir une action sur le corps, sur la coordination, ainsi de suite. Je suis déprimé, je peux par exemple écouter de la musique, avoir une action au niveau psychique, je vais peut-être aller vers des ailleurs, et ainsi de suite. Et on peut avoir de vrais leviers qu'on peut utiliser dans les projets thérapeutiques. Dans les projets individualisés, qui est un de mes dadas. Oui, c'est quelque chose que je remarque de plus en plus. Il ne me semble pas l'avoir lu, mais je suis persuadé que ça a déjà été écrit et ça rejoint ce que tu dis. Moi, j'ai vraiment l'impression que l'art, il réussit là où beaucoup d'autres disciplines échouent. Tu parles de la dimension spirituelle, ça me paraît évident que l'art permet d'atteindre cette dimension-là. Et ça va pas forcément être facile de l'atteindre autrement, en fait, en vérité. Ça, c'est très juste. En dehors de voilà, peut-être de la religion ou peut-être de certaines pratiques qui font appel au spirituel. Mais voilà, dès qu'on va parler de spirituel, il y a en plus ce risque de glissement vers des choses qui n'ont pas forcément de valeur scientifique. Là où l'art-thérapie, la musicothérapie aussi, je veux dire, les thérapies par l'art, ont un vrai poids scientifique, sont de plus en plus prouvées, de plus en plus pratiquées, et elles peuvent accéder à ça. Moi, j'ai vu des patients se reconnecter à une forme de spiritualité parce qu'ils repratiquaient un art qu'ils pratiquaient à une période de vie où ils s'estimaient mieux dans leur peau, en réussite, connectés un peu à leur chemin de vie. Et cette reconnexion leur redonne une spiritualité et donc un goût de vivre. Voilà, bon, je ne sais pas si je dérive, mais je voulais vraiment aborder ça parce que ça me paraît. Tu dérives pas, Rémi. Après, il y a aussi, par exemple, quand je veux vraiment appuyer fort au niveau de la musicothérapie, par exemple, il existe, quand on voit, moi j'ai eu un intérêt majeur aussi pour la musicothérapie, parce qu'à un moment donné, j'ai pu suivre un cursus universitaire au niveau de la médecine traditionnelle chinoise à Paris. Et là, j'ai découvert quand même des traités. On trouve des traités, par exemple, où il y avait des traités de pharmacopée deux siècles avant Jésus-Christ, où on utilise des sons particuliers pour avoir une action sur l'énergie de personnes qui ont diverses maladies. Et là, je commence à découvrir que, tu vois, par exemple, les projets musicothérapeutiques, ils datent pas de 1970. C'est-à-dire que 2 siècles avant Jésus-Christ, il y avait ça. Après, par exemple, je tombe sur ce livre magnifique qu'a écrit Jacques Attali, qui s'appelle Bruit, où il parle de la place de la musique de Jésus-Christ à nos jours. Et qu'est-ce qu'on découvre? Que la musique de Jésus-Christ à nos jours a toujours eu un mouvement bipolaire, c'est-à-dire tantôt elle était reconnue, il y a des vertus thérapeutiques, on l'utilisait, tantôt ça embêtait un peu certains mondes et on l'a diabolisée et elle redevenait que la propriété des religieux, et ainsi de suite, et on trouve ça de zéro jusqu'à aujourd'hui.
Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, par rapport à la reconnaissance des interventions non médicamenteuses, qu'est-ce qu'on voit? C'est là, on voit que d'un côté, on voudrait bien proposer des approches non médicamenteuses parce qu'on est convaincu que ça peut être efficace, mais d'un autre côté, comme je disais, il y a souvent, je dis ça, l'utilisation de la musique comparée à prendre des médicaments. La musique, ça coûte pas une fortune, quoi, en fait. Donc, du coup, ça pose des problèmes de société. Il faut faire un choix. Il faut choisir. Oui, je crois que je lis entre les lignes par rapport à ce que tu dis, mais c'est effectivement, c'est intéressant. Il y a la question du faire avec peu, en fait, avec les thérapies par l'art, et ça, je veux surtout pas attirer certaines foudres sur cette chaîne, et non plus pour toi, mais c'est vrai qu'il y a des, voilà, il y a des, il y a des organismes pour lesquels c'est pas forcément très porteur, en fait. Mais tu vois, j'ai un vécu, Rémi. À un moment donné, j'ai travaillé un projet pendant 2 ans sur comment utiliser des programmes musicaux pendant les chimios. On a écrit un projet, on a enlevé des virgules, mis des points, créé des chapitres, tout ça. Enfin, on a mis 2 ans. Et quand on a eu fini, au bout de ces 2 ans, qu'on a eu toutes les signatures, le projet est resté en suspens parce qu'on se demandait comment on pouvait contrôler que disparaissent pas les lecteurs CD. Et alors, donc, c'était un projet qui coûtait à tout casser quelques centaines d'euros. Et du coup, on n'a pas abouti, alors que des projets qui valent des millions d'euros aboutissent, quoi. Alors que des fois, bon, et ça, par contre, ça m'a mis en colère. Et depuis, je dis aux gens, voilà, ça, c'est un triste exemple du monde dans lequel on est. Heureusement, parmi les projets que tu mets en place, il y en a qui aboutissent et qui ont une belle résonance. Et ben voilà, je t'ai aussi invité, j'ai voulu te donner la parole parce que tu es le co-organisateur des premières rencontres de Rodez. Donc une preuve de plus de ton implication dans le département de l'Aveyron. Cette première rencontre de Rodez s'intitule Art et thérapie, entre tradition et innovation, de nouveaux chemins. Point d'interrogation, je suppose. Oui. Qui aura lieu donc le vendredi 17 mai 2024. Donc si vous êtes thérapeute par l'art, ou si vous êtes tout simplement curieux, n'hésitez pas à aller voir, à participer à cet événement qui se veut très, on en a un peu discuté en off avec Jean-François, qui se veut très organique dans l'échange, pas du magistral pur, donc vraiment une manière d'éprouver par le corps, finalement, par l'expérience, un peu les bienfaits des thérapies par l'art. Je te laisse, Jean-François, en parler. Je pense que tu en parleras beaucoup mieux que moi. Je peux me taire et te laisser le présenter. Si tu veux, cette rencontre est à l'initiative, c'est une invitation faite par les professeurs Sudre et les professeurs Schmitt à Toulouse et les membres de la Société internationale de psychopathologie de l'expression et art-thérapie qui souhaitaient depuis plusieurs années organiser à Rodez un événement. Et il se trouve que là, le professeur Sudre et Schmitt sont en lien avec la Société portugaise d'art-thérapie. Et il se trouve qu'à Rodez, on a une population de Portugais, donc il y a eu ça aussi comme idée. Et aussi que cette société portugaise mène une réflexion sur la mise à disposition de processus art thérapeutiques auprès de divers publics. Donc est née l'idée d'organiser un colloque, une rencontre, un séminaire autour des arts et thérapies. Et là, ayant plusieurs casquettes, donc j'ai rencontré mes pairs au niveau de l'association Artefact, Euterpe et Prodige aussi, que je voudrais pas oublier. Et on a commencé à réfléchir, à monter ce projet. Et à aujourd'hui, donc c'est quasi prêt. Donc pour le vendredi 17 mai, alors le format de la journée, le matin, il y aura des conférences avec des personnes qui vont venir de plein d'endroits de l'Europe. Enfin, ça va être très très riche. Avec en mélangeant, il y aura dans les modérateurs, il y aura des jeunes et des anciens. C'est-à-dire que nous, on veut que toute la journée, il y ait des échanges entre des visions traditionnelles et des visions innovantes.
Et l'après-midi, donc, on aura 4 ou 5 lieux, espaces aux archives départementales de Rodez, où là, il y aura des ateliers expérientiels où on pourra venir soit entendre des partages d'expériences cliniques sur le terrain de personnes qui utilisent soit la musique, soit diverses formes de l'art, l'écriture, la peinture, la dramathérapie, la sculpture, le cinéma, je sais pas. Voilà, et après des approches corporelles aussi, la danse. Et ensuite, on terminera la journée par un moment un peu de débriefing et où on essaiera de voir ensemble dans cette journée qu'est-ce qui a pu se dire, qu'est-ce qu'on retient de la journée. Et le soir, on organise un repas convivial, rencontre dans un lieu où on peut faire de la musique et diverses autres choses. Et le samedi matin, pour ceux qui le voudront, il y aura la visite du musée Soulages, visite guidée du musée Soulages à Rodez. Le musée Soulages de Rodez, d'accord. Ouais. Ok, j'étais passé à Rodez, je savais même pas qu'il y avait un musée Soulages. Je suis vraiment un culte. Parce que il est maintenant, et tu peux te dire qu'il est ce musée Soulages, il est très connu, puisque avant à Rodez on n'entendait que la langue de chez nous. Ben aujourd'hui, par exemple, tu te promènes dans Rodez, moi j'en ai arrivé il y a pas longtemps, j'ai entendu des Italiens, des Japonais, j'ai croisé un groupe de Chinois. Les gens viennent voir les œuvres de Soulages, ça a beaucoup ouvert. Pierre Soulages, il est originaire de Rodez en plus, non? Ah oui, il est originaire de Rodez, ouais. D'accord. Ok, donc pour le coup, le programme a l'air extrêmement intéressant. En plus, une fin très ouverte où on peut se permettre de faire un bœuf en mangeant du bœuf. Oui. Non, mais ou autre chose, ou de l'aligot, ou autre chose. Je voudrais aussi te dire, Rémi, que là où je suis assez fier aussi, c'est que en fait on parle de Soulages, mais aussi tu sais que Rodez sur le plan art-thérapie est riche aussi par le passage d'Antonin Artaud. Ah oui. Et Antonin Artaud, il a écrit des choses. Alors, je trouve que c'est riche parce qu'on trouve des écrits d'Artaud qu'on peut utiliser vraiment au niveau de l'art-thérapie. Mais moi, par exemple, j'ai des enregistrements aussi sonores de moments terribles où Artaud était en pleine folie, quoi. Et du coup, il y a aussi ce croisement entre Artaud, par exemple, qui s'est maintenu vivant parce qu'il pouvait écrire, peindre, enregistrer des trucs et tout ça, et Soulages. Donc déjà, Rodez, on a déjà ce patrimoine. Ah oui, c'est impressionnant. Je savais pas du tout. Moi, Artaud, en plus, je pense notamment à Van Gogh, Le suicidé de la société. C'est un des livres que je trouve les plus beaux qui est être écrit du siècle dernier. Et c'est vrai que bon, voilà, moi, personnellement, je vais venir, ça c'est sûr. L'événement a l'air super intéressant en termes de programmation, en termes d'intervenants, en termes de philosophie aussi. Philosophie, la manière de présenter et d'investir, de mettre en lumière et de faire vibrer les thérapies par l'art. Franchement, bravo d'avoir été à l'initiative de ce beau projet. Voilà, donc vendredi 17 mai 2024 pour tout ce qui t'intéressera à Rodez, ville d'Antonin Artaud et de Pierre Soulages, si on peut le dire. Et d'autres encore. Et de Jean-François. Ah non. Je suis ravi d'avoir pu vous présenter à vous qui êtes passés sur cette chaîne. Merci beaucoup, Jean-François. Merci beaucoup à toi, Rémi, pour ton accueil et ta gentillesse et surtout ton ouverture et l'envie de faire connaître des choses au niveau de l'art-thérapie, en tout cas des praticiens un peu singuliers. Merci beaucoup. Merci à toi. Continuons la lutte. À bientôt tout le monde. À bientôt.